Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être avec vous pour parler d'un sujet qui s'est littéralement emparé de moi il y a quelques années. Nous allons parler ensemble de ce qu'on appelle communément le marketing d'influence. Pour me présenter rapidement, ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille comme marketeur dans le monde de l'innovation complexe, des sciences computationnelles et de l'industrie. En général, quand on bosse dans ces secteurs et qu'on est un professionnel du marketing et de la communication, l'influence n'apparaît pas forcément comme une évidence. Après tout, comment le monde de l'ingénierie, fleuron de la rationalité et des sciences dures, pourrait être ne serait-ce qu'effleuré par ce sujet? Eh bien pour une raison très simple. Réagir cognitivement à des pratiques de marketing dites d'influence est tout sauf une affaire de domaine d'activité, de classe sociale, de diplôme, d'origine, et encore moins une question d'intelligence. Je m'appelle Aurélien Goyer, je suis en charge des activités digitales Western Europe chez Dassault Systèmes, premier éditeur logiciel français, le second à l'échelle européenne, et le leader mondial du jumeau numérique. Je suis également le fondateur de la société B2B Marketing and Sales et de la newsletter et désormais podcast Industry for Good. L'influence a eu et a toujours un rôle central dans le développement de notre société et plus généralement dans la course au progrès. Dans un tout à fait récent documentaire de Bangoumi, Napoléon est présenté comme le plus vieil influenceur du monde. À partir de 1809, son portrait est dessiné sur de la vaisselle, sur des cartes postales, des tabatières, des pièces de monnaie. Napoléon est partout dans la vie quotidienne des Français. On reviendra plus tard dans cette présentation sur l'association assez systématique entre propagande et influence. Là où je veux en venir ici, c'est que la thématique de l'influence est présente à chaque coin de rue, et ce depuis la nuit des temps. Si on en revient à notre sujet, le marketing d'influence, c'est simplement le fait d'avoir verbalisé que l'utilisation des réseaux sociaux par des personnes morales, des individualités, s'est tant étendue avec Internet qu'un nouveau levier de communication d'entreprise en est né. Les réseaux sociaux ont rendu possible pour n'importe quel fan de technologie, de science ou de digital de réunir une communauté autour de son sujet de prédilection. Et parfois même d'en vivre. L'influenceur est une personne qui développe dans son domaine une expertise qui est dotée d'une forme d'aura, ces deux éléments en particulier amenant cette personne à devenir légitime et crédible auprès de ses pairs dans un premier temps. Puis, par la force des choses, auprès d'une communauté élargie qu'elle fait grandir, notamment en prenant la parole publiquement et en ligne en particulier. Les dimensions de légitimité, de crédibilité sont absolument clés dans ce débat. Il est important, je crois, de ne pas confondre influenceur B2B et curateur de contenu B2B. J'irai même plus loin, je pense qu'on ne rend pas service à certains curateurs B2B en les qualifiant d'influenceurs. L'influence online, on peut l'obtenir en dépensant beaucoup d'énergie à partager du contenu qualifié, mais l'influence offline, seuls nos pairs et notre entourage peuvent nous la conférer. Et là, il n'y a plus de reach qui compte. Le vrai débat sur la puissance de l'influence dans les secteurs du B2B n'a pas eu lieu à ce jour selon moi. Disons que les écrits et les réflexions sur le sujet sont dans la vaste majorité menés sur des points sémantiques. La vérité, c'est que les gens qualifiés d'influenceurs n'assument pas complètement le terme, mais qu'on n'a à ce jour pas trouvé de description plus évocatrice, plus englobante et comprise par le plus grand nombre. Alors ça va sonner un peu basico-basique dit comme ça, mais un influenceur gagne de l'argent pour dire des choses sur Internet et pour avoir une communauté qui écoute ou qui lit les messages allant dans l'intérêt de l'organisation qui l'emploie. La notion de marketing d'influence renvoie évidemment à une économie numérique qui n'existait pas à l'époque où on pouvait être expert ou grand spécialiste sans qu'on vienne nous embêter avec tout ça. Étymologiquement, l'influence est l'idée d'une action, généralement lente et continue, d'une personne, d'une circonstance ou d'une chose qui agit sur une autre. La sémantique de l'influence est très souvent associée à celle de l'emprise, de la domination et du charisme. Lors d'une récente interview de Nicolas Narcisse, qui est vice-président d'Avas Paris, il m'expliquait que, selon lui, l'influence, c'est influencer et être influencé. La vision négative spontanée qu'on a des mécaniques d'influence est souvent liée au fait qu'on l'imagine unilatérale. Et vue sous cet angle, elle a clairement une allure de propagande. D'où les réactions de rejet vis-à-vis de celle-ci.
Je vous invite d'ailleurs à aller lire de toute urgence l'ouvrage de Nicolas Narcisse qui s'appelle « Le devoir d'influence » qui est un classique absolu en la matière. Dans les diverses discussions enflammées que j'ai eues à ce sujet, il y avait souvent une vision assez manichéenne de l'influenceur. Certains estiment qu'il s'agit soit d'un homme sandwich qui fait la promo de kit blanchisseur dedans, soit Al Gore, soit Lena Situation, soit Michelle Obama, soit Caroline Receveur, soit Christine Lagarde. Comme si tous ces créateurs d'idées et de contenus ne trouvaient pas la même place. Une forme de hiérarchisme est alors en place, opposant une influence noble, légitime, à une influence qui peut être jugée comme à faible valeur ajoutée, n'apportant aucune forme de valeur au débat public. L'influence, c'est aussi 2 poids 2 mesures. On trouve ça cool quand c'est une personnalité qu'on admire qui l'exerce, mais quand c'est quelqu'un qui nous agace, voire dont les idées nous font peur, là on dépense une énergie folle à expliquer à qui veut bien l'entendre que tout ça, c'est finalement la faute d'Internet. Donc oui, on imite ce qu'on admire, ce en quoi on croit et surtout ce qu'on aime. Il faut sortir du cliché selon lequel il aura fallu attendre Internet pour que les gens imitent parfois bêtement des personnes qu'elles suivent, qu'elles le méritent ou non à nos yeux. On ne paie pas un influenceur pour qu'il parle en bien de votre marque auprès de sa communauté. Vous rémunérez un influenceur pour sa pertinence, sa légitimité sur un sujet. Pour ses qualités éditoriales et rédactionnelles, vous rémunérez un influenceur pour sa pertinence et sa légitimité sur un sujet. Pour ses qualités éditoriales et rédactionnelles, vous le rémunérez pour l'engagement de sa communauté autour de sujets identifiés, sa capacité à présenter les valeurs d'une marque sous un angle frais. Aussi pour son aptitude à produire du contenu varié, qualitatif, innovant et professionnel. Travailler avec des intervenants externes a toujours été un garant d'évolutivité d'une marque. Et c'est comme ça, je crois, que vous devez envisager une collaboration avec un influenceur. Ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que marque, vous donnez un rôle à un influenceur B2B un peu en fonction de qui il est. Pour avoir fait depuis quelques années ma petite enquête, les professionnels du marketing et de la communication expliquent, et c'est d'ailleurs peut-être votre cas, qu'ils arrivent souvent avec une idée très précise de ce qu'ils attendent d'un influenceur et se retrouvent à la fin de la campagne avec quelque chose de souvent très différent. C'est le rôle de l'influenceur de vous proposer un angle intelligent, des formats grâce auxquels vous pourrez atteindre vos objectifs et vous devez à la fois le challenger mais également lui faire confiance. Sur une campagne d'influence, la moitié du temps de préparation consiste à trouver les bons influenceurs et à ajuster le discours avec le dispositif. D'expérience, des profils qui vont vous paraître évidents sur le papier sont rarement les bons. Faites-vous aider par des agences dont c'est le métier. Elles vous aideront à créer une relation, créer un cadre propice à une collaboration sereine et à une satisfaction de toutes parts. L'idée, c'est que vous atteigniez les objectifs que vous étiez fixés, que vous appreniez des choses et que l'influenceur reparte enchanté, passant le mot aux autres influenceurs tant qu'à faire. En B2B, la vérité, c'est qu'il n'y a pas tant que ça d'influenceurs accessibles qui sont bons, éthiques, doués dans leur catégorie, voire dans plusieurs catégories. Et surtout qui acceptent de se faire payer pour accompagner une marque. Et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, beaucoup d'influenceurs sont employés à plein temps dans des entreprises. Et la pluriactivité n'est pas encore monnaie courante. Donc, ils ne peuvent pas toujours facturer, tout simplement. Ensuite, contrairement au B2C où vous auriez l'embarras du choix, trouver des gens qui parlent aux professionnels du B2B et qui sont suivis par quelque chose comme 10 000 personnes, ça ne court pas les rues. Passer 40 000 followers dans ces domaines, il n'est pas rare que ces personnes se soient envolées dans des contrées où elles ne sont plus hyper intéressées pour faire des piges ponctuelles d'influence. Vous pourrez les recruter dans un pool permanent d'influenceurs de tous horizons, en leur proposant suffisamment de collaboration et d'avantages en nature à l'année pour qu'ils soient intéressés. Alors, ça va sembler évident, mais garantir un chiffre d'affaires annuel récurrent, c'est une clé du recrutement d'influenceurs compétitifs et reconnus. Trouver des perles rares qui peuvent parler de cloud, de tech, de connectivité et d'industrie, ça n'est pas évident, mais il faut rester quand même exigeant. Point important, miser sur des profils qui connaissent certes le digital, mais surtout les sujets de transformation des modèles économiques en B2B. Ça fait vraiment la différence parce que ça ne s'improvise pas.
la qualité des contenus, la perception positive des audiences sur votre choix cohérent d'influenceurs, la maîtrise des messages doivent primer sur l'atteinte d'objectifs d'engagement et de reach. Passer pour une entreprise qui n'y connaît rien en influence et qui s'y jette à corps perdu parce que les voisins font la même chose, c'est monnaie courante et c'est à vrai dire la pire des publicités. Pour finir, choisir un influenceur peut aller au-delà de l'individualité. Exemple concret, Orano, entreprise française du nucléaire, anciennement Areva, qui sollicite Guillaume Pley pour une campagne d'influence. Guillaume Pley est on pourrait dire une figure de la culture de masse, aux antipodes du B2B de niche, animateur star sur énergie et j'en passe. L'objectif d'Orano, partager une vision plus accessible et pédagogique du nucléaire auprès d'audiences non spécialistes, via l'émission Le QG, animée sur YouTube par Guillaume Pley, justement, et Jimmy Labeu, youtubeur belge. Le QG, c'est un objectif d'audience de 10 millions de vues par épisode, tout réseau confondu. Donc on est bien loin de l'approche de niche B2B qu'on a tous en tête. Alors qu'Orano, finalement, fait du marketing depuis 10 ans à peu près. Donc ça n'est pas uniquement une affaire de maturité ou de budget. Je vous laisse vous approprier cet exemple comme vous le souhaitez, mais ça me semblait intéressant, et surtout si vous avez des objectifs d'évangélisation. Déjà, les aspects contractuels. Les services légaux sont rarement assez documentés ou expérimentés sur le cadrage de collaboration entre marques et influenceurs. Tout simplement parce que cette pratique est encore assez peu répandue dans le B2B. En tout cas, dans mon B2B, celui des métiers scientifiques et techniques. Je précise car j'ai vu des chiffres expliquant que 30% des entreprises faisant appel à des influenceurs avaient bien une partie de leur activité en B2B. Attention aussi à la perception qualitative autour des influenceurs que vous faites travailler. Pendant un instant, vous leur donnez un peu les clés de votre marque. Castez vos influenceurs quasiment comme si vous vouliez les recruter. Il y a des gens dont c'est le métier, profitez-en au maximum, et notamment les agences dont je parlais un peu plus tôt. Veillez à différencier les agences qui se lancent dans le marketing d'influence et les agences qui ont développé un gros réseau déjà, une expérience des campagnes impliquant des mécanismes d'influence marketing. Attention à ne pas infantiliser les indicateurs clés comme le reach, le nombre de partages, la fréquence de partage. On ne contractualise pas une façon de s'adresser efficacement à son audience. C'est super important de créer un document unique, clair et complet de vos attentes vis-à-vis de l'influenceur, au-delà du contrat d'ailleurs, le cadre d'expression que vous lui proposez, l'utilisation de hashtags, les précisions de sémantique et surtout ce qu'il ne doit pas dire. Lui donner accès à suffisamment de documentation en amont de la campagne pour qu'il comprenne l'univers qui concerne la campagne et surtout l'angle d'attaque. J'insiste sur l'angle d'attaque. N'amenez pas un influenceur sur un terrain qu'il ne maîtrise pas, car vous risquez de le placer dans une zone à risque et donc vous par la même occasion. Exemple concret, vous demandez à un influenceur tech de parler du cloud au sens infrastructure. Sujets qui peuvent en découler, la souveraineté de la data, les GAFAM, le paysage concurrentiel IT. Des sujets qui peuvent être très techniques, parfois très politiques ou politisés. Si vous embauchez un influenceur cloud qui a implémenté Google Enterprise toute sa vie, qui va être pro-Google dans l'âme, l'amener sur un terrain où il doit faire la part des choses sur des sujets de souveraineté est un peu à risque. Autre exemple, si vous embauchez un profil d'expert technique pour un live Twitch sur un événement d'évangélisation plutôt orienté grand public. Est-ce que vous allez passer les bons messages et surtout, est-ce que son audience ne va pas ressortir un peu saoulée de son expérience ? Un point majeur, si ce n'est le point majeur, le terme influenceur renvoie à la notion de partenariat commercial. Donc, comme on peut le connaître d'ailleurs dans le monde de la mode ou des biens de consommation. Et c'est là que le bât blesse. Il est très difficile de faire entrer dans l'esprit collectif qu'un expert industriel, par exemple, puisse être payé pour valoriser une marque. C'est vrai que ce système a aussi ses limites. Dans des débats critiques comme l'empreinte carbone de l'industrie, avoir un expert reconnu et crédible qui, au nom d'un partenariat qui serait gracieusement rémunéré, serait prêt à dire tout et n'importe quoi, serait forcément tout à fait nocif et contre-productif. On en revient bel et bien au problème de l'éthique, mais ces cercles d'influence poussives, voire mensongères, n'ont pas attendu le numérique pour frapper notre société informationnelle et médiatique. Et à l'opposé, un influenceur B2B peut tisser des relations incroyables avec des marques, aborder des sujets de fond, traiter en comité éditorial ouvert, sans aucun interventionnisme de la marque dans le contenu.
Ce type de partenariat, c'est vraiment l'opportunité d'un win-win vraiment à tout niveau. D'ailleurs, souvent, quand on parle aux responsables commanditaires des campagnes d'influence marketing qui ont vraiment belle allure, on comprend qu'on a affaire à des gens qui ont l'ouverture d'esprit nécessaire pour, d'une part, penser les temps longs et accepter que quelqu'un propose une description différente de l'entreprise. Si je peux vous partager un témoignage récent, c'est la campagne Libérez votre innovation par Dassault Systèmes. Celle-ci visait une audience de start-up françaises de la French Tech qui souhaitait passer un cap dans leur projet grâce aux jumeaux numériques et aux outils collaboratifs associés. Pour cela, nous avons travaillé avec l'agence RSI, 4 influenceurs, dont 3 nano-influenceurs et un influenceur considéré comme macro en B2B. En plus, j'ai souhaité onboarder 4 profils décideurs de chez Dassault Systèmes comme mentors sur la campagne pour lui donner plus de substance et d'interactivité. Nous avons développé du contenu ensemble, téléchargeable évidemment, mais aussi 4 masterclass super qualitatives et spécialisées en termes de contenu, avec des inscrits triés sur le volet, un peu en mode VIP. Le bilan du dispositif de paid avec les médias et sur les réseaux a été, en termes de conversion, un petit peu mitigé. Et on a vu que c'était vraiment sur les posts des influenceurs que l'engagement avait eu lieu. Ce qui est très intéressant, c'est que 2 des influenceurs et donc entrepreneurs sont devenus clients de la plateforme 3D Experience de Dassault Systèmes. En résumé, c'est quand même un dispositif très chronophage et d'ailleurs un clin d'œil à l'équipe qui a fait du super boulot là-dessus. On réfléchit en ce moment à une saison 2 qu'on créera probablement en 2022. Il faut avouer qu'il y a pas mal de freins aujourd'hui en la matière. Pour en citer quelques-uns. Les résistances sur ce marché, la difficulté pour les marques à trouver des perles rares dans des domaines ultra niches. Il y a aussi une complexité pour un professionnel du B2B d'assumer un partenariat commercial sans s'attirer les foudres des puristes. Il y a aussi une forme très marquée de scepticisme à l'égard du marketing d'influence dans les secteurs du B2B. À l'opposé, je vois de réelles opportunités à moyen et long terme pour les pratiques du marketing d'influence. La porosité croissante entre les mondes du B2C et du B2B qui fait tomber les barrières entre vie pro et perso finalement. L'augmentation du nombre de plus réactifs déclarés qui vont faciliter l'émergence d'influenceurs en poste dans le B2B. Et surtout, l'amélioration nécessaire de l'attractivité de l'industrie auprès des 14-35 ans sur laquelle on a encore d'énormes progrès à faire en France. Et clairement, on ne recrute pas des jeunes uniquement avec de la com corporate. Une chose me semble assez certaine, les marques qui performeront le mieux dans ces domaines seront celles qui auront effectué le travail nécessaire autour de leur raison d'être. Quel que soit le nom qu'on lui donne, l'influence n'a pas pour vertu d'agir comme un pansement. Si votre approche marketing, votre stratégie d'employee advocacy ou de RP cherche un sauveur, celui-ci n'a probablement pas l'apparence d'un influenceur. Je vous invite d'ailleurs à lire une interview de Rémi Baranger, directeur marketing de la marque IBM, sur la notion d'hyper-influence des collaborateurs. Une autre question qu'on me pose souvent, est-ce que je peux attendre avant de me lancer dans le marketing d'influence? Alors oui, 1000 fois oui, et à la fois 1000 fois non. Oui, vous pouvez attendre, car en ce moment, les gens sur Internet sont saturés d'informations, de vidéos, de webinaires. On voit les taux d'inscription et de no-show exploser depuis le début de la pandémie. Les influenceurs, c'est plus de contenu, plus de tweets, plus de pubs, bref, plus d'informations. Et d'un autre côté, non, il ne faut pas trop attendre. Faire parler de votre marque de manière un peu moins directe, plus légère, plus instructive, sans essorer vos audiences organiques et vos audiences potentielles via du paid, ça peut être opportun. Disons que si vous arrivez à générer 10 000 engagements sur une campagne en générant 50% autrement qu'en utilisant l'audience de vos réseaux sociaux d'entreprise, vous aurez tout simplement 2 fois moins de chances d'avoir agacé tout le monde. Une chose est sûre, si vous faites partie de la majorité d'entreprises en B2B qui ont encore d'immenses progrès à faire sur l'expérience client, sur le marketing ou le digital en général, il est très probable que vous ayez plusieurs chantiers plus importants à mener que celui du marketing d'influence.
Merci à Meltwater, à celles et ceux qui m'ont écouté et aux nombreux speakers qui sont à mes côtés aujourd'hui.